peu regardé la presse écrite russe ce matin et ça va peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas tant d'articles consacrés à cette avancée vers la ville de Bakhmout. Alors, sur l'agence de presse russe qui s'appelle TASS, il y a quelques lignes et c'est à peu près tout. Je n'ai pas encore regardé la télévision, mais c'est vrai que de manière générale, ici, les Russes ne sont pas suspendus jour après jour à la bataille de Bakhmout. Il y a bien des points réguliers du ministère de la Défense russe sur la situation globale en Ukraine et ces points sont repris par les médias. Alors il est dit globalement que l'armée avance mais qu'elle progresse lentement. C'est dit aussi ici et c'est justifié un petit peu autrement. Ici il est dit que l'armée russe avance lentement parce qu'elle essaye d'éviter un maximum de pertes. Bon, quelle que soit l'importance réelle stratégique de Bakhmout, c'est à peu près sûr que si la ville tombe un jour entre les mains de l'armée russe, ce sera présenté ici comme une grande victoire. Après, je ne peux pas vous prédire comment les gens vont réagir, mais comme je vous le disais un petit peu plus haut, les gens avec qui nous parlons, les Russes que nous interviewons, eux, ne sont pas suspendus jour après jour au sort de cette bataille. Voilà, Jérôme Garraud depuis Moscou. Je ne sais pas si vous avez les mêmes échos. Ça veut dire qu'a priori, jusqu'ici, tout va bien pour le pouvoir, quoi. Bah, tout va bien, mais le pouvoir n'arrive pas à démontrer quand même quelques victoires. Donc le fameux Prigojine que j'ai mentionné, il a dit que ça serait trop tôt de parler de la prise de Bakhmout. Et ça, j'ai halluciné. Il parle des avancements quand même dans Bakhmout, mais ça serait trop tôt de parler de la prise de Bakhmout. Et même, il dit que ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi. On va l'évoquer ça dans 1 heure, parce qu'effectivement, cette interview, elle est vraiment intéressante. Alors, il y a Bakhmout, et puis il y a évidemment, si on va un peu plus au sud, il y a la ville de Vuhledar, dont on vous a déjà parlé. Et si on part du côté de Vuhledar, on apprend aujourd'hui que les Russes ont subi de très lourds revers aux alentours de cette ville-là. Voilà, on vous l'a positionné sur la carte. Des dizaines de blindés détruits ou abandonnés par des soldats qui ont l'air d'être totalement déboussolés. Regardez, les images sont impressionnantes et elles nous sont compilées et racontées par Laura Pouget. Regardez. On ne les compte plus sur les réseaux sociaux. Ces vidéos où l'on voit les tanks russes se faire exploser par les mines ukrainiennes, puis gisant, abandonnés sur le front de Vuhledar, là encore, un autre, et plusieurs autres à côté, tels déjà des carcasses. Ici, on voit des hommes parvenir à s'en échapper. Là, un char qui brûle et sera bientôt complètement détruit. Ou encore, vu de près, un véhicule puis un second, très endommagé et laissé sur le bord du chemin. D'après les renseignements britanniques, l'armée de Moscou aurait souffert de pertes particulièrement élevées dans cette zone de Vuhledar, contrainte d'abandonner en une fois 30 blindés lourds après un assaut raté. La faute notamment à l'inexpérience et à la mauvaise formation des soldats envoyés dans cette partie sud de l'oblast de Donetsk. Résultat, le mécontentement s'est emparé des blogueurs militaires russes, les seuls qui se permettent de critiquer l'armée. Selon eux, ce sont les mêmes commandants qui seraient à l'œuvre aujourd'hui à Vuhledar et qui ont supervisé en novembre les attaques manquées de la 155e brigade d'infanterie de marine sur Pavlivka. Certains plaident pour leur renvoi, d'autres parlent même de procès publics qui devraient leur être intentés. Vuhledar, ville de 14 000 habitants avant la guerre, n'en compterait désormais plus que quelques centaines. Évoquée un temps comme un autre Bakhmout, une cible stratégique des Russes, elle semble s'être transformée en bourbier. Général, cette image, la dernière image du sujet, là, ça nous fait penser à ce qui s'était passé au nord de Kiev au tout début de la guerre, avec cette colonne de chars qui avait été déglinguée en quelques instants par les Ukrainiens. Absolument. C'est à croire que les leçons n'ont pas été tirées de la première phase de cette bataille. Comment c'est possible ? Quand on voit ces images-là, on retrouve effectivement le schéma d'un convoi, j'appelle pas ça une manœuvre, c'est un convoi de chars le long d'un axe avec peu de possibilités de manœuvre de chaque côté. Et évidemment, comme les Ukrainiens sont bien renseignés, ils tirent sur le premier char, ça bloque la colonne. Et là, on ne voit pas de réaction. Chez nous, quand on a un char qui est tiré comme ça quelque part, les autres se dispersent immédiatement. Alors de deux choses l'une, ou bien ils se sont engagés sur un axe où il n'y a pas d'échappatoire, et à ce moment-là, la seule solution pour les gens des équipages, c'est de se sauver et de quitter le char. Abandonné, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, une fois que les Ukrainiens ont tiré le premier char, ont tiré le dernier char, les autres peuvent plus en sortir. Hein. Donc on est vraiment sidéré par cette absence de manœuvre, si vous voulez, au niveau de la conduite de l'action blindée. Hein. En général, je parle sous votre contrôle, mais une action offensive de type blindé mécanisé, si elle n'est pas effectuée par des personnels compétents avec un commandement compétent,
Ça. Vous allez dans des catastrophes de ce type et qui expliquent largement le fait que toute offensive est plus coûteuse que la défensive. Vous arrivez aux pertes. 30 chars lourds. 30 chars lourds et une centaine de blindés au total. Oui, en quelques... C'est là où nous voyons que, heureusement pour les Ukrainiens, la masse ne suffit pas, parce que quand la masse est mal utilisée, ça donne ça. Et donc, ça laisse quand même de l'espoir sérieux aux défenseurs, qui peuvent, à moindre frais, s'offrir quand même, entre guillemets, 30 chars adverses. Ouais. Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça, Olivier Védrine? On a l'impression d'être revenu un an en arrière, là. Oui, on est revenu un an en arrière. Ça me rappelle effectivement l'image de Kiev quand j'étais encore à Kiev, où les Ukrainiens ont sauvé Kiev, tout simplement. Même image. Mais je pense que effectivement, alors je m'attendais à un retour sur expérience quand même, que je n'ai pas là. Je crois que là, on en parlait tout à l'heure avec Anastasia. Il y a véritablement maintenant en Russie un gros problème. Il y a un gros problème et je pense que l'armée va être le point faible parce que je ne vois pas l'armée payer l'addition. Vous voulez dire qu'il y a un gros problème on commence à prendre conscience, la population commence à prendre conscience qu'il y a un gros problème, c'est ça que vous voulez dire? Je pense qu'au niveau de la population, là-dessus, pour l'instant, la population, elle est assez inerte en Russie. Ouais. Vous avez sur les chaînes Telegram, etc., à part une intelligentsia qui réagit, elle est assez inerte. Mais vous savez, 1914-1917, il a fallu du temps, ils avaient besoin de pain, etc. Donc on n'en est pas encore là pour que la population russe, elle réagisse. Elle est assez terrorisée par le pouvoir, et puis elle suit cette propagande. Il y a quand même 40% de retraités en Russie.